Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Critique littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Emmanuel Rousselot, Ostinato, Louis-René Desforêts. L'écriture comme lutte, 2010. Constantin Frossin, L'autre Sioran, 2010. Jacques Voisine, Au tournant des Lumières, 1760 à 1820 et autres études, 2010. Karine Benacgiroux, L'inconstance dans la comédie du XVIIIe siècle, 2010. Christophe Désiré Atangana Kuna, La symbolique de l'immigré dans le roman francophone contemporain, 2010. Agatha SylwestrzeakWSZELAKI, Andrei Makin, L'identité problématique, 2010. Denis Semeyer, Monde flottant. La médiation culturelle du Japon de Kiku Yamata, 2009. Patrick Mathieu, Proust une question de vision, 2009. Arlette Chemin, texte réuni par Littérature Monde, francophone en mutation, 2009. Piotr SniedzieWSKI, Mallarmé et Norwid, Le silence et la modernité poétique en France et en Pologne, 2009. Raymond Perrin, Rimbaud, Un Pierrot dans l'embêtement blanc. Lecture de la lettre de Gênes de 1878, 2009. Claude Maillardchary, Paul Éluard et le thème de l'oiseau, 2009. Idrissa Cissé, Césaire et le message d'Osiris, 2009. Christine Ramat, Valère Novarina. La comédie du verbe, 2009. David Ngoran, Le chant littéraire africain, 2009. Carlos Alvarado-Larroucau, Écriture palestinienne francophone. Quête d'identité en espace accent aigu au colonial, 2009. Gabriela Tegey, 13 récits de femmes, 1917 à 1997, de Colette Assixou, 2009. Christopher Bouy, L'épreuve de la mort dans l'œuvre de T.S. Eliot, Georges Séféry et Yves Bonnefoy, 2009. Introduction. Un nouvel ouvrage sur Chikaya Utamzi ? Dira-t-on. Que peut-on encore dire sur cet auteur qu'on a lu et relu à maintes reprises ? Voici un peu plus de 20 ans que l'auteur nous a quittés, laissant un immense héritage littéraire composé de pièces de théâtre, de romans et de recueils de nouvelles et de poèmes. Cela fait 20 ans que celui qui s'est dévoué pour redonner de l'humanité à l'humain, n'a cessé d'éclairer notre réflexion dès qu'il s'agit de statuer, et de s'interroger sur le politique et le social. Nous lui devons cet hommage. Celui-ci n'est possible qu'à travers la relecture de ses œuvres. Le présent ouvrage se refuse à considérer l'œuvre de Chikaya réduite au seul Congo fut-il depuis l'époque coloniale, divisée en deux entités. En effet, dès que la recherche de l'humanité de l'homme est au centre d'une œuvre, celle-ci acquiert aussitôt une dimension universelle. Notre hommage est donc au centre de ce livre dont le titre, Chikaya ou l'éternelle quête de l'humanité de l'homme, évoque à la fois la grandeur de l'écrivain, la force de sa lutte autant que celle de sa quête. Il s'agit de montrer comment Chikaya invite l'homme à se reconnaître en l'autre. Toute son écriture travaille à permettre cette identité humaine fondamentale, qui amène également l'autre à s'identifier l'autre. Mais l'identification seule ne peut suffire à faire reconnaître cette humanité, elle doit s'accompagner de l'observation des valeurs qui fondent le monde. À lire l'œuvre de Chikaya, force est de constater à certains moments que l'homme inflige à son prochain le pire supplice, la réification. En effet, que peut-on dire d'autre lorsque les rues et les fossés de Kin ne servent plus qu'à canaliser des flux de sang ? Dans sa composition, le présent ouvrage compte ainsi 10 chapitres, comme autant de lectures et d'analyses que ses auteurs soumettent à la réflexion commune. La répartition des 10 chapitres en 3 grands centres d'intérêt, poétique, poésie, mots et signification, lutte et quête, l'itinéraire d'un combattant, genre Zorro et écriture utamzienne, en souligne la convergence thématique ou générique. La première partie de l'œuvre, poétique, poésie, mots et signification, s'ouvre sur le chapitre 1 intitulé « L'énigme des fissures dans les mots ». Chikaya Utamzi est son lecteur dans ces fruits si doux de l'arbre à pain. Martine Lemoyne-Osno, son auteur, montre le rôle du lecteur qui doit, à travers le vide et les fissures des mots, accéder à une signification cohérente du message. Le langage se pose en énigme qu'il faut décrypter,
tandis que le roman déroule un monde à l'envers, opposé au référent dont il reste pourtant si proche. À l'instar des personnages torturés sur ordre des responsables de l'État, les mots à leur tour subissent le même sort par le recours permanent à l'hypotypose. Rien d'étonnant que Gaston Poati tente d'opérer un retour aux sources, à ses origines, ce passé qui fonde la vérité et l'authenticité des valeurs universelles, afin de retrouver les principes fondamentaux qui structurent l'individu. C'est ainsi que chaque lecteur est appelé à se rendre à la source des mots pour goûter et saisir le message que livrent ces fruits si doux de l'arbre à pain. C'est encore autour des mots que s'articule le chapitre 2. Le titre, Le ventre, le sang et kin, construction sémantique et signification dans le ventre, propose une étude sémantique du recueil Le ventre. Dans cette œuvre où les mots, les formules s'entrechoquent et laissent entendre les hurlements de la ville torturée, dépouillée de ses habitants, une ville aux rigoles de sang, Marie-Rose Abomo-Morin retient l'idée d'une convergence sémantique à travers les trois sèmes ventre, sang et kin. Kin est victime du ventre, alors qu'Exang elle se meurt, assassinée par ses enfants. La conjonction des isotopies résume en ce sens toute l'œuvre de Chikaya où la fête n'est qu'orgie cannibale. La négativité des mots l'emporte sur leur possible positivité. Dès lors, ces mots que racontent les mots de Chikaya cessent d'être uniquement ceux du Congo, dans la mesure où l'on assassine à travers les 5 continents, empêchant ainsi la femme, la terre-mère, de porter et de voir grandir ses enfants. Rien d'étonnant à ce moment que le sang versé engage l'écriture et l'action du poète. Mémoire, poésie et libération dans une nouvelle poème de Chikaya Utamzi. Rémanence, tel est le titre du chapitre 3, dernier chapitre de triptyque qui compose la première partie. Michel Naumann y scrute, dans ce poème en prose, la mémoire du passé de l'auteur et de son pays. C'est dans ce passé que se conçoit l'origine de sa lutte, lui qui a toujours été, à l'instar de Jean-Paul Sartre, un écrivain en situation. L'auteur est au centre du passé et du présent, afin de mieux envisager l'avenir. Le travail sur la mémoire auquel se livre le poète romancier explore les zones de l'oubli, pour dire la culpabilité ressentie à travers la claudication qui isole. À ce handicap qui consacre la solitude de l'auteur dans l'enfance viennent s'ajouter de nombreux temps d'exil, celui du poète lui-même autant que ceux des exilés embarqués sur les rives du Congo vers des destinations inconnues, dont ils ne sont plus jamais revenus. Le chantier à rebâtir est effroyablement immense. Il faut reconstruire en effet et le pays saccagé, et le peuple désarticulé et l'homme déstructuré. La deuxième partie, lutte et quête, l'itinéraire d'un combattant, introduit le lecteur dans l'itinéraire d'une quête que le chapitre 4 et les suivants se donnent pour mission de circonscrire. Dans Engagement et quête de liberté dans les phalènes de Chikaya Utamzi, Simon Kilocho-Cabal s'interroge sur la manière dont le roman, témoignage d'une époque, rend compte de la suppression de l'indigénat et de la fin de la colonie, en même temps qu'il met en exergue les maux qui minent la société post-coloniale. 2 périodes se succèdent, mais sans qu'il y ait véritable rupture dans les pratiques. La recherche identitaire qui s'esquisse avec l'indigénat a pour but la renaissance du noir régulièrement assimilé à un sous-homme. Ainsi, en dépit des références au texte de l'abolition de l'indigénat, malgré le devise de la France brandie, devise qui doit consolider les liens, force est de constater que seule la non-violence que prône d'ailleurs le narrateur peut mener à la liberté désirée. Rien de surprenant que l'engagement politique devienne le moyen d'instaurer la liberté et la dignité du peuple. Pour autant, les nouveaux maîtres du pays sont la cible du romancier qui voit dans leurs actes une manière plus pernicieuse de perpétuer l'indigénat. Il devient donc urgent d'entreprendre des actions qui peuvent permettre de civiliser les Noirs. La dénonciation des abus des dirigeants africains s'inscrit d'emblée dans le chapitre 5, Pouvoir politique et sorcellerie dans l'œuvre de Chikaya Utamzi, de Klaveka Mabana. Cette lecture qui associe pouvoir et sorcellerie n'est pas nouvelle. En effet, le pouvoir politique apparaît comme la conjonction de nombreux autres pouvoirs, entre autres, celui de la sorcellerie qui soumet paradoxalement les tenants du pouvoir politique à l'autorité des puissances occultes. C'est ainsi qu'à leur tour ils peuvent régner sur le peuple. La mythification personnelle apparaît comme un autre symbole du pouvoir étatique. Convoquant des rites sanguinaires, souvent cannibales, elle revendique une légitimité funeste par le meurtre d'enfants innocents. Le sacre du prince convoque l'occulte, alors que le pouvoir n'est finalement que démagogie, intimidation et imposture.
La convocation des pratiques ancestrales change de nature dans l'exercice du pouvoir moderne. Ces usages traditionnels ne sont plus des gages de protection, de sérénité et de paix, mais des outils de tortionnaire à la solde de l'État. Qu'il s'agisse de nouveaux initiés, unis par des secrets inavouables, ou du peuple, tous tentent de trouver dans des pratiques d'un autre temps les éléments de leur équilibre et de leur survie. Clavé Mabana franchit le pas qui trouve en Mobutu le référent des personnages Nenikon Neniku et Loku. Pour Didier Amela, la main sèche relève à la fois de la quête identitaire et d'une démarche esthétique, chapitre 6. Les 11 nouvelles qui composent l'œuvre renvoient à la possibilité d'un univers ouvert au syncrétisme, source d'une nouvelle civilisation humaine. Dans cette nouvelle écriture de l'histoire du peuple africain, l'auteur met en évidence l'engagement des siens dans une aventure dont le but est la recherche de la rédemption. À la décision de vivre une histoire commune s'ajoute l'expérimentation d'une quête d'identité de l'homme noir, dans une écriture qui, loin de ne chercher que la valeur anthropologique de la culture ancestrale, y puise des formes et des symboles authentiques susceptibles de rendre compte de la spécificité d'un peuple. Antoine-Guillaume Macani propose une autre approche de ce peuple, lui qui intitule sa réflexion « La société punitive dans ses fruits si doux de l'arbre à pain, image et contrôle d'une communauté », chapitre 7. Les crimes et les délits qui passent pour des atteintes à l'autorité de l'État ou à la paix relèvent d'une acception toute particulière dans cet univers africain que décrit Chikaya. Le détournement sémantique des vocables et des expressions justifie la répression et le maintien d'un ordre factice. La justice elle-même a déserté son équité et la recherche du coupable, sport national, se transforme en un règlement de compte entre individus dans lequel le pouvoir est toujours vainqueur. Aussi, le chapitre met-il en évidence l'inadéquation entre le code pénal et la réalité. La pratique punitive repose davantage sur des lois partiales et partisanes que sur le désir de corriger les individus dont la faute apparaît plus objective. Le dernier chapitre de cette seconde partie, le discours idéologique utamzien, un hymne à l'universalisme d'Adama Samake, revient sur le rejet par Chikaya des orientations de la négro-renaissance et de la négritude qui, ayant placé le facteur racial au centre de leurs préoccupations, ont négligé la part d'humanité qu'il y a dans tout individu. La réflexion qui prend appui sur 5 œuvres de Chikaya tente à montrer la volonté de dépigmentation de la littérature, de l'auteur. Dès lors, le chapitre dresse le procès de la négritude pour prétendre à la fraternité universelle des races et de ce qui les réunit. Ce qui apparaît primordial dans l'écriture utamzienne, c'est sans doute cette lutte contre le néocolonialisme dont l'auteur se fait le chantre. On retrouve cette idée de syncrétisme déjà évoquée par Didier Amela, pour constituer une identité et réussir une unité. La dernière partie de cet ouvrage, Jean Zoro et écriture utamzienne, se compose de 2 chapitres. Dans le chapitre 9 intitulé « La permanence du mythe dans le théâtre de Chikaya Utamzi », Sidi Bvali rappelle que la littérature dramatique en Afrique n'hésite pas à recourir au mythe afin de mieux traduire les préoccupations contemporaines. Tel a d'ailleurs toujours été le rôle du mythe dans la vie des hommes. La singularité de l'emploi du mythe dans la dramaturgie de Chikaya s'impose tout d'abord dans la réécriture du mythe zoulou de Tchaka. Ce qui importe, au-delà la cruauté légendaire du grand guerrier, c'est la manière toute particulière de l'auteur du zoulou d'habiller la légende. Si certains critiques mettent l'accent sur le concept des inventeurs d'âme, titre que réclamait Tchaka, Chikaya propose la notion de père, géniteur d'un peuple. Ainsi donc, la création de ce nouveau mythe entraîne une autre conception du rôle de l'homme politique dans le rôle du père de la nation. Or, ce concept même mérite d'être revu au contact des faits et de la réalité. Ce père doit être celui qui sait interroger le temps et son propre pouvoir. Il doit être celui qui s'inquiète du peuple qui lui est confié. Chikaya Utamzi à l'école de l'oralité, de Pierre Fandio clôt la relecture des œuvres de Chikaya. L'auteur du chapitre restitue non seulement le contexte de production de ce travail, l'anniversaire de la disparition de l'auteur, mais constate qu'il s'agit d'un phénomène récurrent dans la littérature. Mais, au-delà de ce premier constat, Pierre Fandio confirme les influences de la littérature orale dans l'œuvre de l'écrivain. La lecture des œuvres de fiction romanesque, autant que celle du recueil de nouvelles, montre la difficulté à cerner l'instance narrative,
Elle oblige le lecteur à s'interroger sur la véritable fonction du jeu, qui développe sa parole dans les textes. La volonté de désincarnation du narrateur traverse les textes. Elle rejoint la pratique de désarticulation de l'écriture qu'on observe à la lecture des ouvrages. La proximité du conte est patente dans la mesure où la présence d'un auditoire s'impose au lecteur. Il est incontestable que les récits recèlent de formulations issues de genres oraux. Toutefois, il n'est nullement question de revenir sur ces types de discours pour retrouver le passé. Il s'agit tout simplement d'une tentative de réappropriation d'un bien que l'histoire a voulu nier. Voici donc présenté l'objet de ce livre qui propose une nouvelle lecture d'un ensemble d'ouvrages. Il s'agit à la fois de notre héritage littéraire et de notre héritage culturel. Autant de pistes de réflexion pour de nombreuses générations de chercheurs. Abomo Morin Marie-Rose. Première partie poétique, poésie, mots et signification. Chapitre 1 L'énigme des fissures dans les mots. Chikaya Utamzi et son lecteur dans ses fruits si doux de l'arbre à pain, Martine Lemoigne-Osnaud. Résumé. Ces fruits si doux de l'arbre à pain racontent une histoire presque banale, avec un début, un milieu et une fin. Dans ce monde-là, il existe un endroit et un envers. Pourtant, le livre se termine par un questionnement paradoxal. Était-ce un monde à l'envers ? Ce livre est le récit de la mise à l'envers du monde. La forme narrative crée les conditions qui finiront par fissurer ces codes, alors même que d'autres récits s'intercalent dans la trame. Le lecteur a un rôle essentiel à jouer. Il va devoir peu à peu mesurer des vides et se faire une raison, parce qu'il ne pourra pas les combler, si bien qu'il s'en prendra aux mots eux-mêmes pour tenter de résoudre l'énigme des mots fissurés. Mots-clés. Congo, géocritique, roman, récit, poésie, lecteur, lecture, langage, énigme, spécularité, sujet, territoire, pays. Introduction. Les fruits de l'arbre à pain ne sont pas les fruits du chilolo. Leur goût ne se ressemble pas. En revanche, le tissu de leur peau est le même, page 17. Le titre très poétique que choisit Chikaya Utamzi pour son roman, Ces fruits si doux de l'arbre à pain, est évocateur et dépaysant. Il fait penser à une invitation à goûter des fruits, à se servir des fruits présentés à des invités, à des amis, par un hôte qui voudrait les séduire en leur offrant le plaisir de savourer un mets suave. Ici, c'est le lecteur qui est l'invité et c'est l'auteur qui est l'hôte. Il lui désigne des fruits délicieux, il excite ses papilles, mais comme il omet de lui dire ce que cache l'adverbe d'intensité qu'il emploie pour la lécher, le gourmet reste sur sa faim. Le paradoxe naît. Il s'appuie sur le côtoiement du même et du différent, de l'injonction et de la réserve. La curiosité du lecteur en est ainsi piquée. L'édition Segers présente ce livre comme un roman. La fiction narrative éclaire très vite ce titre qui peut paraître exotique à certains. L'histoire de cet arbre de la côte atlantique du Congo n'occupe néanmoins que quelques lignes. C'est celle du Chilolo qui retient davantage l'attention parce qu'elle est bien plus détaillée. Le paradoxe induit par le titre se double ainsi d'un glissement de sens qui déplace son contenu vers ce qui semble bien être une métaphore. Cette double histoire, cette juxtaposition du récit de la vie de ces deux arbres, ancre la vie d'une famille dans une double temporalité. Il s'agit de la famille Poati, du père, de la mère et de leurs 4 enfants. Leur présent est celui de la période de la décolonisation. Nous sommes en 1963 à Brazzaville. On garde à l'esprit une époque pas si éloignée, celle de la traite des Noirs qui se nourrissaient du chilolo, mais aussi des fruits de l'arbre à pain, avant d'être embarqués pour les lointaines terres d'Amérique, page 18. La métaphore du titre évoque le goût d'un fruit à la chair farineuse, celle qui rassasie. Elle renvoie dans le temps et dans l'espace, au récit de la vie de Raymond Poati, magistrat intègre marié à Mathilde, directrice d'une école ménagère. Ce sont les parents de Gaston, André, Sébastien et de Marie-Thérèse. Seule Marie-Thérèse a un petit nom. Son père la surnomme affectueusement Chilolo. Cette hypocoristique constitue tout un programme. C'est son grand frère Gaston qui le lui rappelle au moment de son départ pour la France. Papa t'a donné à toi ce nom-là pour que tu sois toujours l'image de ce qu'il ne doit jamais oublier. Nous aussi. Tous page 16. Le lecteur, quant à lui, est d'abord un récepteur tranquille parce qu'il est en terrain connu. L'incipit le pousse à croire qu'il lit un conte de facture traditionnelle. Les premières pages présentent chaque personnage dans une langue soignée, voire polissée, parfois affectée.
Les vieux s'essoufflent à courir sus aux prébandes, peut-on lire par exemple à la page 25. Les actants sont installés dans un équilibre harmonieux que seules les chamailleries des enfants viennent heureusement troubler. Le monde y a un passé, un présent et un futur. La ville s'y oppose à la campagne, c'est dans l'ordre des choses. L'une évoque la modernité quand l'autre renvoie aux traditions. Au fond, ce monde obéit à des valeurs dont Gaston Poati est le garant convaincu. Ce monde est stable et c'est ce qui explique sans doute ce choix d'une langue d'écriture parfois un peu figée. L'univers familial décrit s'articule autour de ce couple solide et équilibré. Depuis le début de ce roman, Chikaya circonscrit sa fiction à l'intimité d'une famille bourgeoise qui peut ressembler à bien d'autres, avec ses tracas domestiques certes, mais aussi avec ses espoirs, ceux de la réussite des parents, de la réussite des enfants, réussite dans les études, réussite professionnelle. Cet univers est duel, le paradoxe en est exclu au profit de l'opposition. De fait, ces fruits si doux de l'arbre à pain proposent une histoire somme toute très banale, celle d'une famille observée au moment où les enfants, intelligents et respectueux, ont déjà grandi. Ils vont rentrer dans la vie active, être autonomes. La famille est unie autour de valeurs universelles qui pourraient bien leur garantir un avenir épanouissant. Ce moment est un passage obligé de la vie que toutes les familles du monde connaissent. Bien des lecteurs peuvent se reconnaître en celle-ci, tant Chikaya sait rapporter ces petits et grands moments propres à de nombreuses fratries. Les chicanes entre Sébastien et André que le premier appelle le morveux pour le taquiner, page 8. Le repas de famille particulièrement chaleureux, page 249, en évoque d'autres qui rapprochent la fiction du réel. Surviennent les éléments perturbateurs et intimes. Le déséquilibre s'installe et disloque l'harmonie initiale. Le père disparaît, Marie-Thérèse meurt, Mathilde sombre dans la folie, Gaston meurt à son tour. L'histoire se termine mal. Un tel fil narratif est néanmoins presque anodin. De plus, l'écrivain congolais suit un schéma narratif attendu, même si le contraste entre le début et la fin du livre est saisissant. L'histoire racontée est sans conteste atroce, profondément bouleversante et révoltante, elle inspire le respect. Mais Chikaya n'est pas le seul écrivain à raconter de telles ignominies. D'autres comme lui, en Afrique aussi, les ont racontées, en ont témoigné et en ont même fourni des détails. Ces fruits si doux de l'arbre à pain n'est pourtant pas un roman de plus, parce que précisément, pas plus que Sonny Laboutancy qui publie la même année Les yeux du volcan, il ne s'agit que de raconter une histoire, d'ajouter un récit à d'autres récits. Ces personnages sont de ceux qu'on n'oublie pas facilement. Ils sont attachants, parce que leur intégrité les rend solides et vulnérables à la fois, parce que leur quête d'idéal ne les isole pas des autres êtres humains, parce que si leur destin finit par leur échapper, ils l'ont longuement tenu entre leurs mains, enfin parce que le clivage homme-femme n'est pas présenté comme antagoniste. Les personnages des deux Mathilde n'appartiennent pas à la même génération. Elles sont pourtant toutes les deux des épouses amoureuses. Elles ont toutes deux une vie professionnelle et les deux femmes n'ont rien à envier à celle de leurs époux. En réalité, le projet d'écriture de Chikaya est plus complexe et bien plus riche aussi, car si le choix de la forme romanesque est très important, il lui faut bien plutôt réfléchir à une forme narrative qui puisse le conduire à poser cette question finale : était-ce un monde à l'envers ? Qui clôt le livre, page 327. Cette fin abrupte renvoie peut-être à la notion d'ouverture selon Claire Eldeon, cette façon ouverte de terminer, qui rappelle celle des contes didactiques traditionnels qui se refusent à donner des solutions toutes faites et qui forcent les gens à discuter les solutions trouvées. Deon, 2008 sur 119. Il s'agit plus profondément, plus fondamentalement, de penser une forme narrative qui réussirait à rapprocher deux espaces-temps, à la fois homonymes et opposés. Ils sont homonymes, car à l'univers de la cellule familiale des Poati tel qu'il se présente au début du livre correspond l'univers intime des réflexions intérieures de Gaston alors qu'il est en prison. Dans les deux cas, le récit est l'objet d'une observation minutieuse des personnages et de leur comportement. L'espace s'est rétréci, il est même presque clos mais moins que le lieu d'une déréliction de celui qui, tel le Christ, réapparaît à sa mère après sa mort, page 321. Il est le lieu d'un lamento, un lieu où le regard se concentre pour observer. Que cette observation soit le fait d'un des membres de la famille initiale, est l'affirmation d'une filiation intellectuelle autant que narrative. Ils sont opposés, parce qu'aux valeurs de justice défendues par le père, offensif,
s'oppose celle de l'abjection et du dévoiement que subit le fils réduit au statut de victime. Entre ces deux extrêmes, les pages du livre ont contraint le lecteur à suivre les traces d'un véritable parcours énigmatique. Jean Bessières, dans La littérature et sa rhétorique, définit ainsi les traces. Le défaut de la finalité de l'œuvre, qu'il fasse conclure usuellement à l'intransitivité, à l'esthétique est là, exposer un jeu de communication et de connaissance, sans aller jusqu'à la résolution de ce jeu. Ces apories supposent que l'œuvre n'expose pas le lieu commun comme donné, mais le reconstitue explicitement. Si les mots et l'ordinaire sont donnés, suivant leur impropriété, suivant les strates temporelles qu'ils retiennent, si par là, ils sont lieux communs, moyen de la division sémantique, de la définition, de l'exposé de la division temporelle et de la complétude du présent, ils ne peuvent apparaître tels que s'ils sont d'abord traités comme des traces. Le lieu commun bavard serait la loi de l'œuvre. Le lieu commun reconstitué va selon les conditions qui font l'œuvre, réunir les témoins des lieux communs, ces mots, ces choses, ces scènes ordinaires, et faire lieu de cet assemblement un lieu commun des lieux communs, faire que le poème montre son propre lieu commun en une manière d'intervention dans les lieux communs et qu'il constitue par là la scène de ces lieux, scène de retour au mot commun à l'ordinaire, scène des apostrophes. Ouverture selon leur impropriété 1999 sur 220, 221. 1. Les traces du vide, un auteur intrusif. Puisque le projet de Chikaya Utamzi est de raconter une histoire, d'en faire un roman, le moins que l'on puisse dire c'est que les modalités narratives qu'il sollicite, elles, le sont de manière bien particulière. Elles sont si singulières que la représentation nécessaire de ce qui est lu en devient parfois difficile, non pas seulement parce qu'elles reposent sur des codes narratifs inattendus, mais parce qu'elles sont déplacées, décalées, accent aigu interprétées au point de devenir elles-mêmes objet d'observation. Chikaya Utamzi parle de rhapsodie, page 241. Et de fait, les ruptures narratives sont nombreuses. Le roman est coupé en chapitres qui portent un titre, les chapitres ont des sous-titres chiffrés, eux-mêmes donnent la parole à la jeune Mouissou, la petite fille sans âge, page 44, qui est de plus en plus souvent sollicitée. Le passage de l'un à l'autre oblige à tourner une page ou à mesurer le blanc du papier, comme autant de moments qui viennent rappeler au lecteur qu'il est en train de lire. Renvoyé à lui-même, le lecteur l'est bien souvent dans ces fruits si doux de l'arbre à pain. La question qu'il est régulièrement conduit à se poser est « Qui raconte cette histoire ?» Dans l'incipit, il semble bien que c'est Sébastien, un des cadets de la famille Poati, qui raconte. Il a le langage de son âge, il utilise le mot papa pour évoquer son père. Eh bien, il ne faut plus que je ricane, si je ne veux pas allumer une autre querelle. Je sors très lentement de ce champ de bataille en traînant les pieds, à reculons, parce que je veux tout voir et comment le paternel va faire jeter l'éponge à la plus pugnace des querelleuses, page 15. Le passage confirme en effet que c'est lui qui raconte, tant les personnages qu'il présente sont vus à travers son point de vue. Cette remarque renseigne par là même la forme littéraire. À ce stade du livre, on pense à un récit vu à travers les yeux d'un grand adolescent et peut-être même destiné à un lectorat de son âge. Le ton est désinvolte, le lecteur traité en familier. Il est très vite relayé par un auteur omniscient, capable de lire par exemple dans les pensées de Raymond Poati, page 19, à propos du Chilolo comme emblème de son clan. Le registre est plus sérieux, le lecteur est un alter ego plus âgé, plus réfléchi. La portée se fait argumentative, et se maintient plusieurs pages jusqu'à ce qu'on lise à nouveau. Pour papa aussi le respect se perd. Certains vieux pourraient se taire sur ce chapitre. Ils n'ont que le respect à la bouche, mais pas dans leur conduite, page 23. Ces 3 phrases forment un paragraphe. Celui qui suit redonne immédiatement la parole à un auteur qui montre explicitement son implication dans le texte. Il devient conteur, le conteur qui s'adresse par un récit oral à un auditoire. Sébastien parle en général, car si certains enfants devaient ressembler à leurs parents arriérés, eh bien, ces enfants-là tourneraient résolument le dos au progrès. 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 Tu marches au progrès ou tu crèves. Ces passages d'un mode narratif à l'autre ont pour effet de pousser le lecteur à appréhender le récit à travers maintes directions, parce que ce qui lui est proposé n'est pas de comparer et ou de confronter des points de vue. En fait, le propos de Sébastien se continue sans doute dans des lignes que nous ne lirons pas. Celui du conteur par contre a pris un relais qui n'exclut pas non plus un hors-texte, dont nous sommes privés.
La fonction du narrateur semble octoriale, et comme telle, elle lui permet de couper la parole à ses personnages. Le dommage, ou l'avantage, est que son propos s'en trouve tronqué. Il est des phrases qui ne sont pas écrites, mais dont l'absence est sensible. Au lecteur de tenter de combler le vide. Le texte en donne d'autres exemples. Celui que nous avons retenu offre 2 directions. La première oriente le texte vers une lecture domestique, puisque Sébastien est bien jeune, et la seconde, plus sérieuse, relève du politique. Il fait une chaleur de tous les diables. C'est aujourd'hui que Gaston quitte Aix pour aller à Paris, où il passera les vacances de Noël. Il fait plus froid à Paris qu'à Aix, plus méridional. Je connaîtrai moi aussi les morsures de la neige blanche et froide, page 27. La question qui se pose est de savoir qui prononce cette phrase à propos de la neige. S'agit-il d'une parole rapportée de Gaston ? S'agit-il des propos de Sébastien qui se projettent en son frère ? Comme l'auteur écrit presque aussitôt, tout à l'heure Sébastien a traversé la cour en cherchant des espaces nus, la question posée reste sans réponse. Il est difficile, voire impossible, d'attribuer à coup sûr à Sébastien le pronom de la première personne, sinon on pourrait le soupçonner de facto d'une envie de vivre loin d'Afrique, alors qu'il vient d'affirmer sa convergence de point de vue avec celui de son père et de sa mère confiant dans le progrès. Il semble bien que ce sont les propos du narrateur qui concourent à cette suspension du sens, parce que sans ce retour à un point de vue omniscient, l'identité de celui qui emploie « je », dans notre exemple aurait été moins problématisée. La voie narrative de l'auteur s'interpose. À l'alternative initiale, ou bien il s'agit de Gaston, ou bien il s'agit de Sébastien, s'ajoute une aporie, l'invalidité de toute réponse à la question soulevée par le lecteur. Le deuxième exemple se situe au chapitre 6 de la 3e partie, les éphémères. On lit « Ils offrent l'alibi suprême. L'explication incontournable de nos carences présentes et à venir. Ce gars a dans le temps été une lumière. Oui. Il y en a que l'ambition rend stupide. Voici le refrain, maintenant. Nous extirperons jusqu'à la racine le mal, poil aux dents, du colonialisme, poil au cul, page 192. La lecture de ces lignes est sans ambiguïté. Ce qui est dit est le fait de Gaston. Il parle de Paulin, rapporte les paroles de Paulin, cet ami qui autrefois lui a présenté Mathilde, devenue son épouse. Mais le texte ajoute aussitôt, les parenthèses sont de Gaston. L'auteur qui intervient ici présente son travail d'écrivain. Il précise le rôle des parenthèses comme outil typographique propre à délimiter les propos différents de ces 2 personnages. Pourquoi ce discours sur le discours ? Ces parenthèses ont bien rempli leur rôle. Le lecteur a bien attribué à chaque interlocuteur les paroles qui lui appartiennent. Il ne voit pas alors la nécessité de soulever ce qui est une évidence, sauf à vouloir donner au conteur ce rôle d'intrus qui marque régulièrement la lecture de sa présence et met aussitôt le lecteur à distance. Lire, semble dire Chicaya, laisse des vides entre le texte écrit et son déchiffrement. Les mises entre parenthèses participent ici d'un métalangage qui ajoute au texte, non pas pour le remplir mais pour le vider au contraire de la qualité attendue de sa fonction performative. L'exemple du palimpseste de la lettre de Sébastien à Gaston est particulièrement intéressant quand on sait l'écho qu'il aura bien des pages plus loin. Dis-toi que cette année restera gravée en lettres d'or dans les annales de la famille. D'or est biffé une fois, remplacé par de feu de joie. Lettre de feu de joie. Feu de joie est aussi biffé à contre-cœur. L'expression lettre de feu de joie a dû lui plaire. C'est moi qui te le dis, page 151-152. Chicaya se fait généticien de l'écriture de son propre personnage sans que, pourtant, ces strates ne parviennent à éclairer la démarche esthétique du scripteur Sébastien, partisan de la biffure. Les modalisateurs introduits par le conteur sont de nature à accentuer le trouble. L'écho à cette lettre n'apporte pas davantage de sens. Sébastien avait dit dans une de ses dernières lettres à Gaston, que l'année resterait gravée en lettres d'or, il avait voulu écrire en lettres de feu, dans les annales de la famille. Page 163. Le contexte est pourtant particulièrement grave. Cette fois, il ne s'agit plus de penser à la fête du mariage de Gaston et de Mathilde, mais à la mort atroce de Raymond Poaty. Le lecteur aurait aimé être informé du sens de ces repentirs, d'autant que parler de lettres de feu et évoquer les lettres de feu de joie ne traduisent pas la même réalité. À l'inverse, Chicaya a recours au crochet pour placer le lecteur à ses côtés,
comme pour inviter ce dernier à lire par-dessus son épaule. Certains crochets font ainsi penser à des didascalies. Dans l'exemple choisi, c'est Raymond Poati qui parle. Il s'adresse probablement à un auditoire de responsables gouvernementaux. Surtout n'allez pas dire que je manque de sérénité, il fuit le regard de sa femme. Ça ne signifie rien, page 67. Les mêmes crochets n'ont pas le même statut 7 lignes plus loin. C'est toujours le juge qui poursuit. Que l'on nous ramène 100 ans en arrière, moi je serai encore un homme libre, toi un esclave. Mon esclave? Eux, mes esclaves, il est de la descendance des rois de Loango. On ne le sait pas. Est-ce qu'il s'en vanterait par hasard? Page 67. Cette fois on pense à un aparté ou à une confidence de l'auteur. Dans les deux cas, ce nouveau système énonciatif a pour rôle de doubler le récit d'un commentaire à valeur explicative. Il a pour effet de donner au lecteur un avantage sur les personnages de la fiction à propos de leur identité, de leur moi intérieur. Cette visée externe est étonnante puisqu'elle transforme totalement le statut de l'écrivain qui, maintenant, semble déléguer ses compétences à un lecteur pas plus averti que lui. L'auditoire, privé de cette hypothèse, ne peut se manifester dans l'épisode. Un dernier exemple concerne le moment où l'épouse de Gaston, Mathilde, s'apprête à rendre visite à sa belle-mère. Le récit s'attarde sur la peine et le désarroi de cette femme, depuis la disparition de son mari qu'elle devine mort sans sépulture. Et la pauvre comme elle a pu souffrir. De quel bois est-elle faite? La folie l'a frôlée. Elle s'en est remise. La traversée de plusieurs tunnels. Les gens ne se sont pas privés de s'interroger sur ce que Gaston faisait avec des gens qui ont une responsabilité dans la disparition de son père. S'il fallait écouter tout ce que les gens disent. Et puis, où Gaston peut-il mieux se placer pour savoir, découvrir quelque chose? Page 209. Cette fois, les points de vue s'achoppent, celui de Mathilde la mère, celui de Mathilde la belle-fille et celui du narrateur omniscient, en une sorte d'échange qui chercherait une réponse au vide laissé par l'éviction arbitraire du juge Poati. Le manque d'explication demeure. Le lecteur n'a pas plus de matière pour bien le combler, c'est plutôt le contraire. L'homonymie des deux femmes ne facilite en rien la situation. Cette gémellité des femmes, l'une épouse du père, l'autre épouse du fils, quand un même destin les associe est problématique. Elle accentue le vide dans l'itération du même. Chicaya n'est pas de ces écrivains qui font pleurer sur le sort d'un pays voué au malheur et à la désolation. Il ne recourt pas au pathos pour raconter ce qui advient de cette famille, parce que très probablement ce n'est pas l'empathie du lecteur qu'il recherche. Ce qu'il raconte est pourtant insupportable. 2. De la nécessité de raconter. Le lecteur fortement sollicité se trouve placé devant une énigme à résoudre, celle de la compétence attendue du lecteur. Lire, continuer à lire, tourner les pages de ce livre et plus précisément lire du récit, ne comble pas les vides, il les creuse au contraire. C'est parce que lire Chicaya Utamzi constitue un acte, pose un acte. Lire Chicaya Utamzi, ce n'est pas laisser libre cours à un pathos dont l'aboutissement serait d'éprouver un sentiment, fût-ce celui de la compassion. Être actif relie davantage les hommes entre eux, parce qu'ils n'acceptent pas le scandale des situations humaines devenues intolérables. Pourtant même Mathilde continue de réclamer à son mari Gaston de raconter. La pause qu'elle avait prise demandait un récit circonstancié, détaillé. Une émotion passe mieux dans un cri que dans de belles phrases. Que faire? Elle voulait un récit, eh bien. Voilà, page 242. Si la fiction elle-même souligne le fait que raconter concourt à l'incomplétude, le texte est jalonné de ponctuations suspensives, c'est très probablement parce que précisément ce roman cherche à mettre en perspective les conditions du récit. Ces fruits si doux de l'arbre à pain fait la part belle à différentes formes du récit. Chicaya Utamzi donne la parole à Mouissou dont la mère, Eneswami, est une prêtresse. Ces récits relèvent de la légende, parfois de l'allégorie, mais ils sont toujours écoutés avec la plus grande attention par l'auditoire et par ricochet, entendu du lecteur. Elle parle du mystère de l'être et du non-être, page 53. On peut aussi y lire une parabole, la parabole de la bougie de la prière vivante, page 50. Raconter des histoires pour dire ce qui est arrivé à la famille Poati au XXe siècle s'affirme indispensable. Lire de la fiction pour dire la réalité des exactions des États totalitaires est indispensable. Raconter et montrer ne sont donc pas incompatibles.
L'important se situe dans cette relation si particulière qui lie un auteur à son lecteur. La mise en difficulté du lecteur est inévitable parce qu'elle est voulue par des écrivains qui s'adressent directement à celui qui n'est plus un simple récepteur, mais un interlocuteur direct. Le récit devient le viatique d'une situation de communication à instaurer. Il s'agit de s'appuyer sur le récit pour s'adresser au lecteur. Dans Les yeux du volcan, Sonny Laboutancy raconte l'arrivée d'un homme, un étranger, dans Hosanna. Il a des crimes à vendre, ils sont convoités par plusieurs notables. Le lecteur est amené à relier sans cesse le passé et le présent, à suivre pas à pas les déplacements de celui que la population appelle le Colosse, pour enquêter sur son identité et sur celle de Benoît Goldman, lui-même lecteur qui lit et relit la Genèse. Pas plus que devant ces fruits si doux de l'arbre à pain, il n'est possible pour un lecteur de s'installer confortablement dans un fauteuil pour se laisser entraîner dans la fiction. Chicaya va jusqu'à le prendre à partie à plusieurs reprises en écrivant « Vous verrez », page 166, ou des variantes très proches de cette injonction, page 95, 210 ou 238. Ni Chicaya ni Sonny Laboutancy ne laissent leur lecteur tranquille. Ils en font un actant de leur récit, un sujet appelé à résoudre une énigme, celle des raisons qui poussent à tuer Raymond Poaty et son fils, celle des crimes à vendre, ou encore celle des foules qui se cherchent un prophète. C'est que, à l'instar de Benoît Goldman qui refuse dorénavant de se servir de son fusil, sauf pour tirer sur des souris, à l'instar du Colosse qui ne croit plus au pouvoir de la Révolution, le monde de Raymond Poaty est un monde en plein ébranlement. Celui-ci découvre que les autorités de son pays, autorités qu'il sert avec zèle, ont tenté de corrompre sa femme. C'est alors que le texte dit « Il se sent fissuré de partout » page 86. L'image des fissures réapparaît à la page 230, lorsque Gaston Poaty analyse la manière dont le complot se fomente contre lui, et qu'il observe ceux qui sont en train de le condamner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.